Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Jean-Baptiste Châtelain, je suis chef du service évaluation à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans. Donc nous allons commencer ce séminaire qui est à destination de tous les maîtres d'ouvrage qui font qui réalisent des suivis en rivière, et puis aussi les instructeurs de l'Agence de l'eau qui ont besoin de parfaire leurs connaissances. Nous avons donc organisé ces différents séminaires en partenariat avec l'Office français de la biodiversité. Et je remercie donc pour la session d'aujourd'hui Julien Bouchard et Thibaut Vigneron. Donc Julien Bouchard de Bourgogne-Franche-Comté et Thibaut Vigneron de Bretagne. Et puis je remercie aussi à l'Agence de l'eau euh, Sylvain Joly et Marie-André Pro qui ont organisé l'ensemble de ces sessions avec l'aide de notre service communication. Donc aujourd'hui, c'est le dernier webinaire sur les poissons. Donc vous allez avoir les interventions de Julien Bouchard et Thibaut Vigneron. Et puis pendant l'intervention, vous pourrez accéder à un module questions-réponses et donc poser les questions au fur et à mesure. À la fin de leur présentation, ils pourront reprendre la main et répondre à ces différentes questions. Le diaporama et le webinaire qui est enregistré seront disponibles à l'issue dans les jours qui viennent, puisque c'est le dernier des webinaires que l'on fait. Et puis, au début de la présentation, vous aurez donc un petit sondage pour savoir qui est en ligne. Donc, on va lancer le sondage maintenant, comme ça, on va pouvoir sans attendre pouvoir faire ce sondage. Donc, je laisse quelques secondes pour que chacun puisse se positionner. Donc, avec de quel type d'établissement vous êtes et puis quelle fonction, quelle région, pardon. Oui, oui, quelle région. Voilà, donc ça avance. Donc, je mets fin au sondage. Voilà, donc beaucoup de personnes des collectivités, des services de l'État, bureaux d'études, établissements publics. Et dans les régions sont bien représentées aussi. Les régions sont présentes avec du monde sur les Pays de la Loire. Voilà, ben donc sans attendre, je laisse la parole à Julien Bouchard qui va commencer. Voilà. Et on arrête le partage pour laisser à Julien l'envoi du diaporama. Alors, c'est toujours la phase délicate de lancement du diaporama. Normalement, c'est tout bon, vous devez le Oui, voir. ça marche bien. Eh ben, impeccable. Merci Donc, c'est pour le bon parti. webinaire. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, on va vous parler de poissons aujourd'hui. Et puis, on va vous faire une présentation globalement en quatre grandes parties, avec d'abord des principes généraux de l'indice poisson. Comment ça fonctionne? On va voir un petit peu la bioindication, comment ça fonctionne. On va regarder l'indice poisson, ses avantages et ses limites, hein. En gros, qu'est-ce qui marche moins bien et qu'est-ce qu'on peut lui faire dire et qu'est-ce qu'on peut pas lui faire dire. Et puis après, dans une partie qu'on a appelée soulever le capot de l'indicateur, Thibaut vous expliquera là comment on fait pour aller un petit peu plus loin, pour analyser, enfin aller un petit peu au-delà de la simple note en fait ou de la classe et d'aller un petit peu plus loin pour savoir comment on interprète. Et puis ce qu'on vous propose, c'est de mettre tout de suite en application derrière avec des cas concrets de diagnostic. Et on a choisi de vous présenter quelques grandes familles de pression que je pense tout le monde doit rencontrer sur son territoire. Donc de la pollution,
du barrage étang et puis des travaux hydrauliques. Donc voilà, des impacts plutôt assez classiques et assez courants. Alors, on démarre tout de suite avec les principes généraux de fonctionnement. Alors, tout d'abord, des rappels rapides. Donc, l'écosystème aquatique d'eau courante, donc c'est un équilibre dynamique. Donc, en fait, les peuplements de poissons, ils vont être en équilibre dynamique et en interaction avec les éléments abiotiques. Donc, avec l'hydrologie, donc c'est la quantité d'eau, les variations de quantité d'eau, la morphologie du cours d'eau, et puis la chimie. En fait, les espèces de poissons, elles sont adaptées à leur milieu de vie. Et ça, c'est le résultat de l'évolution, hein, en fait, hein, et puis de la sélection naturelle. Donc ça, c'est ce qui se passe, c'est très résumé, mais c'est ce qui se passe dans un milieu naturel. Les activités humaines, elles vont souvent déplacer cet équilibre. Et en fait, les activités humaines, elles vont avoir des effets. Vous voyez, c'est sur ce qu'on voit sur la figure en dessous. Les activités humaines sont à droite. Elles vont avoir des effets sur soit sur l'eau, sur la qualité de l'eau, la pollution par exemple, ou bien des effets sur l'habitat, l'hydromorphologie, les barrages, les travaux, là, ce qu'on va vous présenter après. Et finalement, ces effets, ces changements en fait d'habitat et de qualité d'eau, ils vont avoir un effet sur les peuplements de poissons. C'est-à-dire que les poissons, les espèces, en fonction de leur valence écologique, donc leur valence écologique, c'est la capacité à encaisser le choc, en fait. C'est-à-dire, est-ce que l'espèce, elle est très sensible et elle va pas pouvoir s'adapter, ou est-ce qu'elle est un peu plus ubiquiste, elle s'adapte un petit peu plus facilement, et donc elle va pouvoir résister. Et donc, les peuplements, ils vont changer en fait en fonction des modifications qui seront faites sur l'habitat. Et c'est ça, dans la bioindication, c'est ça qu'on va aller mesurer en fait. Quels sont les changements et donc finalement dans quel état mon peuplement de poissons il se retrouve. Donc ici, je pense que tout le monde connaît, mais c'est quand même toujours bon de rappeler un petit peu les grandes familles de pression qu'on va pouvoir trouver sur les cours d'eau. Donc, vous voyez que c'est quand même un panel assez large. Alors, à la fois les ouvrages hydrauliques, donc tout ce qui va être seuil en rivière, barrage, donc plus ou moins grand, hein. Vous avez en haut à droite tout ce qui va être travaux hydrauliques, recalibrage, rectification de cours d'eau, puis les curages, en fait, ça va rentrer là-dedans. Toute la famille des pollutions de tout type, ponctuelles ou plutôt généralisées. Les extractions de granulats, les prélèvements d'eau. Donc voilà, tout ça, ça va avoir, sont des familles de pression qui auront un effet sur les milieux et donc qui auront un impact sur les peuplements. Donc, quand on veut faire un petit peu de bioindication, en fait, on va faire appel à une notion de référence. En fait, la notion de référence, c'est savoir quel est normalement le peuplement naturel que je devrais avoir en fait à un endroit précis. Voilà, je m'intéresse à une rivière, à un secteur particulier. Et ben, qu'est-ce que normalement je devrais avoir? C'est ce qu'on va appeler la référence. Cette référence, bien malin celui qui peut la connaître de manière exacte, puisque il faudrait remonter à une époque avant aménagement, je ne saurais même pas dire, hein, 100 ans, 200 ans, 300 ans, enfin peu importe, mais en gros, on n'a pas de données précises sur un cours d'eau en particulier pour dire, voilà, le peuplement qu'il y avait avant, donc ma référence, c'était ça de manière sûre et certaine, et je vais pouvoir comparer ce que j'ai aujourd'hui dedans cette référence. Ça, on ne le connaît pas. Donc en fait, ce qu'on choisit de faire, c'est de construire des modèles prédictifs de référence. Donc là, on est sur vraiment de la modélisation espèce par rapport à des variables du milieu. Cette modélisation, elle est pas inventée de toutes pièces. En fait, elle est basée sur des vraies stations de référence. Donc, et ce qu'on va appeler des vraies stations de référence, c'est des stations qui ont pas de pression, en fait, pas d'impact,
ou en tout cas le moins possible. Euh, pour construire ces modèles, dans l'indice poisson, les stations de référence, en fait, elles ont été choisies France entière, puisqu'on veut un indice qui fonctionne au niveau national. Elles sont au nombre de 650 et il faut bien sûr qu'elles soient sur tous les types de milieux en termes de géographie. On pourra parler d'hydro-écorégion et puis de taille de cours d'eau. Ensuite, le principe de l'évaluation, ça va être de mesurer l'écart entre un peuplement observé, dont dans le cadre des poissons, le peuplement observé, on l'obtient par pêche électrique. J'imagine que tout le monde a déjà au moins entendu parler de ça, de l'échantillonnage en cours d'eau qui se fait par pêche électrique. Alors, on n'en parle pas plus aujourd'hui que ça. Donc ça, c'est le peuplement qu'on observe, qu'il y a aujourd'hui dans la rivière. Et donc ensuite, on va le comparer au peuplement théorique, donc on a obtenu par modélisation, et, et on va regarder en fait l'écart qu'il y a entre le peuplement observé et le peuplement théorique. Si mon peuplement observé correspond en tout point, alors on verra c'est quoi hein, les points, le nombre d'espèces, les abondances, s'il correspond en tout point à la référence, ben, je suis pas dégradé. Si je suis éloigné de cette référence, eh ben, cet éloignement, c'est une dégradation. Et c'est ça qu'on va mesurer, cet écart, en fait, l'écart à la référence. Pour pouvoir faire ça, on va utiliser des métriques. Les métriques, en fait, ça se base sur des caractères écologiques des espèces, qu'on va appeler les traits biologiques et fonctionnels, qui sont en lien avec la sensibilité à la pollution, à la qualité des habitats, au mode de reproduction et ou à l'alimentation. Par exemple, on peut avoir une métrique lithophile. Lithophile, c'est les poissons qui se reproduisent sur des cailloux. Voilà, donc ça, c'est une métrique. Et c'est un caractère qui peut être commun à plusieurs espèces. Les espèces qui vont manger des invertébrés, ça va être les invertivores. Les espèces qui aiment les vitesses de courant, c'est les rhéophiles. Voilà, vous comprenez le principe. On utilise des métriques parce que ça va permettre d'identifier des pertes de fonctionnalité du milieu et puis ça va donner un peu plus de robustesse à l'observation. Par exemple, j'ai une espèce rhéophile qui disparaît alors que j'en ai cinq. Bon, bah, est-ce que c'est grave ou pas? Je ne sais pas trop. J'ai toutes les espèces rhéophiles qui disparaissent. Ah ouais, il se passe peut-être quelque chose par rapport aux vitesses du courant. Donc, vous voyez, on donne un peu plus de poids en utilisant ces métriques. En quelque sorte, ces métriques, ça va être des sous-indices biologiques qui peuvent être considérés comme des symptômes élémentaires de pathologie du système. Et puis la dernière phrase, ben, je voulais déjà expliquer un petit peu en amont. Ce tableau-là, qui peut paraître un petit peu complexe là au premier abord, et il y a beaucoup d'informations dessus, c'est peut-être une des diapositives qu'il faudrait que vous imprimiez et puis que vous gardez dans votre poche quand vous voulez faire une analyse indice poisson, puisque c'est un bon résumé. En fait, elle vous explique, cette diapo, quelles sont les métriques qui sont utilisées dans l'indice poisson. Donc, il y en a 7. Et vous voyez, on a séparé en deux groupes. Là, il y a les trois qui sont au-dessus dans un tableau plutôt rose, et puis les quatre qui sont en dessous sont dans un tableau bleu. Donc, en fait, celles qui sont au-dessus, c'est ce qu'on va appeler des métriques d'occurrence. Donc, en fait, occurrence, ça veut dire qu'elles sont basées sur la présence, absence d'espèces. D'accord? Et l'espèce, elle est présente ou elle n'est pas présente. Et les métriques d'abondance, donc le tableau en bleu, c'est basé sur la quantité en fait, la quantité de poissons, d'accord? Donc ça va être, on va parler de densité en fait, densité d'individus. Donc sur les métriques d'occurrence, donc vous voyez, vous avez les trois premières, enfin les trois métriques d'occurrence, pardon, sont le nombre d'espèces rhéophiles, le nombre d'espèces lithophiles, le nombre total d'espèces. Et puis, sur les métriques d'abondance, on est sur la densité d'individus tolérants, les individus invertivores, les individus omnivores et la densité totale. Je ne vais pas rentrer dans le détail
quelle métrique explique quoi. Alors vous l'avez, hein, si vous avez déjà lu la droite de la diapo, vous avez un début d'explication, mais Thibaut va revenir plus en détail un peu plus loin dans la diapositive, puisqu'on commence déjà à toucher un peu le cœur du réacteur, quoi. Donc ça va être important de bien comprendre ça, et c'est pour ça qu'on va y revenir plusieurs fois et on y reviendra dans les cas concrets. Le dernier point que je vais vous dire sur ce tableau-là, c'est, vous voyez, au niveau de la colonne qui s'appelle réponse, vous avez des flèches et vous avez des flèches qui vont soit des fois vers le bas, soit des fois vers le haut, soit des fois dans les deux sens. Et en fait, cette flèche, elle signifie dans quel sens la métrique va réagir quand il y a une dégradation. Et ce sens, il peut être soit unique, soit double. Par exemple, si vous prenez le premier, le nombre d'espèces rhéophiles, en fait, quand on va avoir une dégradation, donc là, qui est liée au courant, aux vitesses de courant, eh bien, en fait, le nombre d'espèces rhéophiles, en fait, il va diminuer. Et quand ce nombre, il va diminuer, bah, ça va être une dégradation. Donc, sur les tolérants et les omnivores qui sont plutôt moins sensibles aux pollutions organiques, ben, en fait, vous voyez, eux, ils vont augmenter en fait quand on aura de la pollution. Et ensuite, vous avez deux métriques, c'est le nombre total d'espèces et la densité totale d'individus qui, elles, vont pouvoir varier dans les deux sens. En fait, ça pourrait être une dégradation dans les deux sens. Je vous donne un exemple simple, très simple pour illustrer. Vous êtes sur un ruisseau de tête de bassin, un petit ruisseau, on devrait trouver 3, 4 espèces de poissons. Vous mettez des étangs dans le coin, une vidange d'étang, bah, il y a plein d'autres espèces qui sont là. Elles viennent dans le cours d'eau. On a augmenté le nombre d'espèces, c'est une dégradation. À l'inverse, vous êtes dans la Loire, la Loire moyenne, vers Nevers, vers chez moi. Dans la Loire, vous avez entre 25 et 35 espèces de poissons. Un accident avec un camion, une cuve de produits toxiques qui se déverse dedans, la moitié des espèces y passent. Réduction du nombre d'espèces, c'est une dégradation. Chaque métrique, en fait, on va calculer un score, en fait, pour chacune des métriques. Je vous épargne les formules de calcul, hein. Et ce score, ce sera une mesure de l'écart à la référence. D'accord? Donc, l'IPR derrière, tout simplement, la note de l'IPR, ça va être la somme des scores de chaque métrique. Donc, on a dit, plus une métrique est grande, plus on est éloigné de la référence. Donc, plus la somme des métriques est grande, donc plus l'IPR est grand, plus le peuplement observé est loin du peuplement théorique de référence et plus c'est dégradé. La note IPR, elle se mesure sur une échelle ouverte qui va de 0 à plus l'infini. Et en soi, si je prends des exemples de Bourgogne-Franche-Comté, moi, j'observe des IPR maximum entre 45 et 50. Bah, si vous avez une note d'IPR autour de 45, 50, voilà, vous êtes déjà dans quelque chose de vraiment, vraiment très dégradé. Ensuite, cette note, on va la transformer, on va pouvoir la transformer en classe de qualité. Ce qu'on vous a mis à l'écran sur la diapositive, c'est les limites de classe. Je ne vais pas rentrer dans le détail de leur construction, mais juste rappeler que c'est pas un découpage quatre classes, facile avec les mêmes amplitudes. En fait, les classes de l'indice poisson, elles ont été construites sur une approche statistique sur la probabilité de ne pas se tromper, en quelque sorte, et c'est-à-dire de ne pas, sur une station dégradée, la classer en très bon, sur une station non dégradée, la classer en très mauvais. Donc ça, c'est des choses qu'on s'interdit, et d'avoir la même probabilité et la meilleure possible de bien classer une station non dégradée en mieux que bon, donc en très bon ou en bon, là dans le bleu ou dans le vert, et inversement, quoi. Ensuite, il y a eu un exercice d'intercalibration. Je rentre pas dans le détail dessus, mais c'est juste pour vous dire que les valeurs utilisées aujourd'hui dans la transformation, pour la transformation en classe, c'est celles que vous avez ici à l'écran. Par contre, si vous faites des recherches sur Internet, vous pourrez peut-être trouver des informations
plus anciennes, des documents plus anciens, avec par exemple une limite entre le bleu et le vert à 7. Ça, c'est des anciens documents. Les classes qu'on utilise aujourd'hui, c'est bien celles qui sont affichées à l'écran. Je suis déjà allé assez dans le détail et je vais laisser Thibaut continuer puisqu'il va nous parler des avantages et des limites et puis après il va aller encore un petit peu plus dans le détail. Ouais, bonjour à tous. Donc, diapo suivante. Donc, effectivement, on va aller un petit peu plus dans le détail et dans le cœur de la machine. Julien, si tu veux passer à la suivante. Alors attends parce que là j'ai les diapos qui passent plus. Ouais, c'est Voilà. bon, on est bon. Donc, alors, les poissons en tant que bioindicateurs, on va faire déjà quelques rappels un peu génériques. Euh, les poissons, il y a peu d'espèces spécialisées, c'est-à-dire moins que dans le groupe des insectes qui est beaucoup plus diversifié. Mais on est sur des organismes qui ont des cycles de vie longs et des traits biologiques assez larges. Donc, du coup, ça leur donne un caractère très intégrateur sur des échelles à la fois spatiales et temporelles. Donc plutôt une approche bio-indicatrice assez large, ce qui est quand même assez intéressant pour évaluer l'état général d'un milieu. Donc le poisson va rendre compte de ce qui se passe au niveau du tronçon, mais même au niveau du bassin versant. Et puis la longévité assez importante de ces organismes-là fait qu'ils enregistrent des choses sur un temps relativement long. Sur les pressions principales qui peuvent être évaluées par ces poissons, donc ça couvre assez largement les problèmes de modification de qualité d'eau, mais également d'hydromorphologie, c'est-à-dire tout ce qui touche à la structure physique des cours d'eau. Donc les avantages, c'est qu'ils sont présents dans quasiment tous les systèmes d'eau courante, excepté certaines zones de source ou de très haute altitude. Euh, il y a une certaine facilité pour déterminer les espèces par rapport à d'autres groupes comme les insectes ou les diatomées. On a une assez faible variabilité saisonnière, hein, même si les prélèvements doivent quand même être faits plutôt autour de l'étiage, donc à la belle saison. Et puis, on a plusieurs niveaux trophiques représentés, et notamment tous les niveaux trophiques supérieurs dans l'écosystème d'eau courante. Et puis des échelles d'intégration larges, ça j'en ai parlé précédemment. Les inconvénients, c'est qu'il y a quand même globalement un faible nombre d'espèces, hein. On a une centaine d'espèces de poissons en France et dans l'IPR, il y a 34 espèces qui sont retenues parce que suffisamment présentes et d'une manière large sur le territoire. Et puis, les échantillonnages sont quand même assez lourds puisque ça met en œuvre des pêches électriques et donc pas mal de personnel et de matériel. Les peuplements, ils peuvent être manipulés par l'homme, c'est-à-dire que la gestion de la pêche en France fait que on peut avoir des introductions de poissons donc qui peuvent un peu fausser les évaluations, mais ça reste quand même plutôt globalement marginal. Et puis, pour décortiquer, il y a besoin de traitements un peu plus poussés parce qu'il y a assez peu d'espèces et il y a ce caractère un peu intégrateur qui demande un peu de décortiquer les choses. Donc pour la DCE, les outils d'évaluation, c'est principalement l'IPR avec l'IPR+, qui est une variante un peu plus moderne qui est utilisée en complément d'information. Hein, l'outil, je dirais, officiel, c'est l'IPR. Et puis, il y a également d'autres indices, comme les indices truites, saumon ou anguille, qui peuvent être utilisés pour des diagnostics plus particuliers, notamment sur les problèmes de continuité écologique. Voilà, suivante. Voilà, donc l'indice poisson-rivière, comme l'expliquait Julien, il est basé sur des modèles de référence. Donc on compare le peuplement en place à un peuplement en l'absence de dégradation, c'est-à-dire quasi naturel, parce qu'on n'a pas de situation vraiment originelle. Et puis il y a une validation, c'est un des gros avantages de cet indice, c'est-à-dire qu'il a été testé sur des jeux de données indépendants et il est la limite entre le bon et le mauvais état
a été défini pour que ça marche dans 75% des situations. Donc ça nous donne une idée des incertitudes. Et par conséquent, sur une note IPR, vous avez quand même 75% de chances que votre station, elle soit bien classée en bon ou en mauvais état. Ça veut dire, à contrario, qu'il y a 25% des cas où ça marche moins bien. Il y a une certaine facilité de calcul maintenant, puisqu'il y a l'outil S3E qui permet un calcul fiabilisé et unique au niveau national. Et les modèles, l'indice Poisson fournit également des modèles de probabilité de présence par espèce qui permet de comparer ce qu'on a comme espèce et puis ce qu'il devrait y avoir. C'est-à-dire pour chacune des espèces, on a une probabilité de présence. Par exemple, dans un cours d'eau, si on a une probabilité de présence de 80% pour la truite, et qu'on ne trouve pas cette espèce-là, ben c'est quand même, ça signe quand même un vrai souci en termes pour le diagnostic. On a également une bonne sensibilité aux altérations morphologiques, notamment les problèmes de seuil, barrage, étang, et également sur les pollutions organiques. Sur les inconvénients, on n'a pas de métrique basée sur les classes d'âge ou classes de taille, alors que c'est une obligation DCE. C'est assez compliqué sur les poissons à construire des métriques significatives. Il y en a une sur les classes d'âge de truite dans l'IPR+. On a une sensibilité assez faible de l'indice sur des cours d'eau à très faible biodiversité. Par exemple la zone à truite, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espèces et que c'est vraiment un indice multi-espèces, donc on a moins de descripteurs, donc une moins bonne sensibilité. Certains descripteurs du milieu peuvent être influencés par les aménagements, c'est-à-dire que dans le calcul du peuplement de référence, on a la largeur et la profondeur qui rentrent, et ces données-là peuvent être modifiées par des aménagements anciens, notamment de la canalisation, des recalibrages, des choses comme ça. Une sensibilité assez forte de l'indice au déséquilibre trophique, notamment aux excès d'espèces omnivores ou tolérantes. Et puis une sensibilité de l'échantillonnage, notamment sur les grands cours d'eau, parce qu'on ne peut pas faire des échantillonnages exhaustifs. Et donc ça peut amener de la variabilité temporelle interannuelle sur ces milieux-là. Sur Loire-Bretagne, c'est quand même assez modéré d'après l'expérience qu'on a. Une sensibilité aussi à la présence d'un ou deux, enfin de très peu d'individus sur les espèces rhéophiles ou lithophiles. Pour exemple, si on prend dans une zone où on a fait disparaître quasiment toutes les zones courantes par des successions de barrages, comme c'est souvent le cas dans pas mal de cours d'eau affluents de la Loire, je pense par exemple à tout le bassin de la Maine, pour nos amis des Pays de la Loire, et ben si on capture un barbeau qui est juste cantonné sous le barrage, et ben on va avoir tendance à améliorer nettement la note IPR, alors que finalement sa position, sa présence, elle est assez anecdotique, elle est vraiment très limitée dans l'espace. Donc ça donne aussi des indications sur la manière de mener les échantillonnages. Suivant. Maintenant, sur les limites d'utilisation, je dirais un peu cadrées par la norme de l'IPR, c'est-à-dire là où l'IPR, faut être quand même assez prudent, ou alors où son utilisation est exclue, c'est les zones de source, parce que c'est des zones très particulières qui peuvent être apiscicoles, c'est-à-dire où il n'y a pas de poissons. Sur les très petits cours d'eau côtiers, on peut avoir pour des histoires paléohistoriques des absences naturelles de certaines espèces qui peuvent amener à des défauts des diagnostics. Et puis tout ce qui est eau saumâtre, estuaire, canaux, marais et exutoires de lacs, en fait il s'agit de milieux très particuliers qui sortent un peu des modélisations de l'indice poisson. De toute façon,
En estuaire et milieu saumâtre, c'est quasiment impossible d'appliquer la pêche électrique, donc voilà, ça, on sort du champ. Sur les canaux, ben, on a des difficultés à appliquer les modèles parce que c'est des milieux artificiels. Et puis les marais également. Et sur les exutoires de lacs, on a des risques de présence naturelle d'espèces de lacs dans le milieu qui créent des artefacts. Là où ça manque de sensibilité, j'y reviens, c'est les milieux salmonicoles où il y a une bonne composition spécifique, mais où il y aurait un déficit de l'abondance des populations de truites. Ça, c'est pas très très bien évalué, donc il faut aller dans un diagnostic un peu plus fin sur ces populations de truites. Des milieux où il y aurait par exemple la disparition d'une espèce migratrice, hein, c'est pas un indice migrateur, donc on peut avoir une bonne note IPR malgré la disparition d'une espèce migratrice. Et puis sur les grands milieux étagés avec la présence de rhéophiles, j'en ai déjà parlé. Donc là, il faut un peu se méfier. Et comme ce qui a été mis en place dans l'IBGN de deuxième génération ou dans l'IDEM2, ne prendre en considération les espèces que s'il y a quand même un nombre suffisant d'individus. Dans certains cas, l'indice IPR, il peut être entre guillemets trop sensible, donc et notamment quand les métriques tolérants et omnivores peuvent atteindre des valeurs assez élevées qui déclassent un peu trop fortement le peuplement. Donc on peut se retrouver dans des classes mauvais ou très mauvais alors que finalement l'édifice je dirais biologique n'est pas si atteint que ça. Voilà, donc mais ça affecte assez peu la limite entre le bon et l'état moins bon, moins que bon. Et puis sur les excès d'espèces également, quand on a une richesse trop importante, ça peut être très vite assez déclassant. Et puis une attention particulière, oui, bah, je le répète encore une fois, sur les présences de rhéophiles dans les grands milieux qui sont complètement étagés. Et ça, c'est des attentions particulières qu'il y a à mener sur les échantillonnages. Donc éviter sur les échantillonnages d'aller prospecter les zones courantes directement sous les barrages, qui sont quand même des zones assez particulières et pas représentatives du milieu. Donc voilà, maintenant on va aller un peu plus loin dans l'interprétation au sein de l'indice, et là je vais vous présenter un peu plutôt une démarche un peu d'analyse. Donc là c'est des graphiques issus d'un tableau de bord qu'on a développé avec l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, où on a à la fois les chronologies d'IPR pour une station, donc c'est la frise que vous avez au-dessus, les valeurs de métrique pour cette station-là, et le graphique en bas, le troisième graphique, c'est en gris le peuplement de référence, donc c'est-à-dire ce qu'on doit observer normalement sur une station, et les diagrammes en bâton de couleur bleue sont les présences effectives d'espèces échantillonnées. Donc on va pouvoir comparer les espèces présentes effectivement et celles qu'on devra avoir. Donc on passe d'une analyse de la note de la classe et de la note à une analyse des métriques qui vont nous donner déjà des orientations sur les pertes un peu fonctionnelles au sein de l'édifice biologique et également du système. Puis une analyse du peuplement de référence avec les probabilités de présence, et enfin, dans certains cas, pour aller encore plus loin, on peut également analyser les valeurs d'abondance et même de classe d'âge sur des populations indicatrices. Je pense notamment à la truite pour les milieux amont, comme on a vu qu'il y avait assez peu d'espèces, il faut aller un petit peu plus loin dans l'analyse en fait des densités de truites et même des classes d'âge. Donc, on est dit, dans un premier temps, on regarde la note indice poisson. Dans un deuxième temps, on va regarder les métriques qui ont les scores les plus élevés pour regarder
quel est le type de dysfonctionnement au sein du système, et puis après essayer de déterminer l'origine de ces scores élevés. Et notamment là par exemple on va analyser les métriques dites d'occurrence, donc présence-absence, par exemple sur le nombre d'espèces rhéophiles qui sont les espèces d'eau courante. On va comparer la nature de ces espèces rhéophiles avec leur probabilité théorique de présence. Euh, Sur les lithophiles, ça va être un peu la même chose. Donc, dans le premier cas, ça signera plutôt des problèmes de disparition de zone courante. Pour les lithophiles, je répète, c'est les espèces qui se reproduisent sur des substrats minéraux. Donc, ça veut dire qu'on aura des problèmes sur le substrat ou de colmatage ou d'extraction de granulats ou de choses comme ça. Et puis sur le nombre total d'espèces, bon, bah, ça c'est la richesse spécifique, c'est quelque chose d'assez classique en écologie. Si on a trop d'espèces, ça peut être le signe de l'eutrophisation ou d'une modification par la présence d'étangs ou la mise en bief des cours d'eau. Et si on n'a pas assez d'espèces, ça signe plutôt la disparition de certaines espèces sensibles. Et il faut aller regarder après quelles sont les espèces qui ont disparu. Suivante. Sur les densités d'individus tolérants omnivores et invertivores, là on va être plutôt sur une analyse de l'édifice trophique. En fait, quand on va avoir une dégradation du système, et notamment par des phénomènes de pollution, on va avoir tendance à avoir une régression des individus un peu spécialisés que sont les invertivores, et au profit de développement d'espèces tolérantes et omnivores qui vont être là pour un peu consommer l'excès de matière organique dans le système. Et puis la densité totale d'individus, cette métrique-là, elle est quand même assez peu sensible et elle sert juste à déclasser quand vraiment on a des effectifs très très importants d'espèces ou alors des effectifs très très faibles. Mais c'est une métrique assez peu sensible en termes d'usage. Suivant. Donc là, je vous ai mis un petit synoptique qui relie en fait les différentes métriques aux évolutions et aux modifications du milieu. Donc c'est un peu ce que je viens de dire hein, par exemple sur la richesse, disparition d'espèces par rapport à la référence, ou alors une hypertrophie ou eutrophisation du système. Sur les rhéophiles, ben, c'est la disparition des milieux d'eau courante, notamment par l'étagement des cours d'eau. Sur les lithophiles, c'est des problèmes d'habitat granulaire, donc ça peut être du curage, recalibrage, mais aussi du colmatage, qui ne rend plus accessibles les substrats minéraux. Et puis les déséquilibres trophiques sur les omnivores et sur les invertivores, c'est aussi le signe de déséquilibre trophique et d'altération de la chaîne alimentaire, notamment par des chintes sur les niveaux trophiques bas, comme par exemple les algues, etc. quoi. Suivant. Voilà. Cette dernière diapo, on va aller très très vite. C'est simplement pour votre information. Vous avez les 34 espèces à droite en grisé de l'IPR et vous avez toutes les espèces qui rentrent en compte dans le calcul de chacune des métriques. Donc, par exemple, sur la métrique nombre total d'espèces, qui est la richesse, on a toutes les espèces, mais par exemple sur les espèces tolérantes, on a le chevenne, la brème, le gardon, la blette, la loche et l'épinoche. Donc vous pouvez regarder du coup quelles sont les espèces qui influent sur les différentes métriques. Voilà. Et maintenant on va passer au cas concret d'analyse. Ok, donc on va effectivement aller voir quatre cas concrets. Donc une pollution, deux exemples barrage et puis enlèvement de barrage et puis un exemple sur du travaux hydraulique. Donc sur le premier, tu vois un petit problème, il faut que j'appuie plusieurs fois. Ah, attendez.
Tu passes plus. Voilà. Donc, le premier cas, on va aller voir de la pollution organique. Et donc, pour ça, je vous emmène loin de chez moi. Pour le coup, je vous emmène dans le Finistère Nord, sur le bassin de l'Orne. Donc, on est sur une zone élevage porcin intensif, sur une rivière, l'Orne, qui a plutôt un fort potentiel salmonicole. On est plutôt sur un secteur de Piémont. Et là, on est sur un cours d'eau. Alors là, vous n'avez pas de photo du cours d'eau, mais vous êtes sur un cours d'eau qui était pas mal envasé, pas mal d'espèces disparues. Et puis, on a une grosse charge organique dans le cours d'eau. Donc ça, c'était il y a quelques années déjà. Et puis, en fait, sur ce cours d'eau, l'agence de l'eau Loire-Bretagne a subventionné donc des usines de traitement de lisier sur ce bassin. Et puis, eh ben, on va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé suite à donc la mise en place de ces usines de traitement et donc de l'abattement de la charge organique en fait qui allait directement dans le cours d'eau. Donc ici, on commence par regarder de manière simple la note de l'indice poisson. Donc là, vous avez un graphique sur une chronique de données sur l'Orne à Mespol, j'espère que je prononce bien. Donc vous voyez que c'est une station qui est suivie depuis longtemps, depuis les années 1990 jusqu'à aujourd'hui. En ordonnée à gauche, vous avez la valeur de l'indice poisson. Donc tout en haut, ça va être zéro, ça veut dire ça c'est top, d'accord? Donc on est dans la référence, et plus ça va être bas, vous voyez, plus la valeur augmente et moins c'est bon. Et puis vous avez les couleurs, en fait, ce qui vous rappellent les limites de classe de qualité. Donc, vous voyez que dans la partie avant, alors ça doit être autour des années 2004, en fait, les aménagements des usines de traitement, donc c'est la flèche rouge, en fait, qui est sur le graphique. Donc, vous voyez avant, on est quand même tout le temps, on oscille, il y a pas mal de variabilité, mais on oscille entre le mauvais, enfin le médiocre, et puis on est dans le moyen mauvais, quoi. Donc on est quasiment jamais dans le bon. Il y a une année là qui touche un petit peu, et on voit une assez nette différence quand même après les aménagements. Vous voyez une nette amélioration avec une classe de qualité qui est quasiment toujours dans le bon. Et qui va quelquefois être en moyen, mais juste au regard de la note et de la classe de qualité, on voit une amélioration. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Si on va regarder là, comme Thibaut vous a expliqué tout à l'heure, là, quand on soulève un peu le capot et puis qu'on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les métriques et au niveau du peuplement. Alors, sur la figure, là, vous avez tout en haut la chronique de notes avec la flèche rouge là, qui vous indique quand est-ce qu'on a changé les choses sur le bassin, quand est-ce qu'on a amélioré les choses en termes de pollution organique. Et donc là, on a pioché une année, donc 1997. Donc vous avez une classe de qualité, on est dans le orange. Là, on est à note d'indice poisson 32,4. Donc ça, c'est pas très bon, hein. Et puis, vous avez les différentes métriques, donc nos trois métriques d'occurrence qui sont ici, nos métriques d'abondance. Les couleurs qu'on y donne, si vous voulez en quelque sorte, c'est est-ce que la métrique en elle-même est en bon état ou pas. C'est ça qu'on va regarder. Et on voit bien ici, donc, euh, qu'il se passe vraiment quelque chose sur les lithophiles. Donc ça, c'est pas bon. Donc les lithophiles, c'est les poissons, on vous l'a dit, qui se reproduisent sur les cailloux. Donc là, on a un colmatage de tout le secteur, enfin tout ce qui peut être frayère, en fait. Donc pas accès aux frayères, ou alors mort des œufs par asphyxie par rapport à la charge organique au colmatage. Et puis on a les métriques omnivores et invertivores aussi qui sont dégradées. Si on regarde en dessous, donc on va un petit peu plus loin dans le détail du peuplement. Donc vous avez en arrière-plan en gris sous forme de classe d'abondance qu'on devrait normalement trouver dans le cours d'eau. Ça, c'est vous savez, la modélisation qui donne ça, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Euh,
Et puis, vous avez les histogrammes en bleu, bah, c'est les espèces qu'on trouvait réellement dans la rivière à ce moment-là. Donc, en gros, c'est des espèces type bah, chabot qui se reproduit en dessous les cailloux, par exemple, ça va pas. La lamproie planaire qui va vivre plutôt dans le sédiment fin, mais plutôt de bonne qualité. Donc, bah, elle est pas là non plus. On a quelques LOF, c'est la loche franche. Alors, la loche franche, c'est un poisson qui est capable de tenir un peu à la charge organique. Bon, bah voilà, on la trouve un petit peu. Quelques truites qui se baladent par-ci par-là. Et puis du gardon, donc plutôt dans le tolérant, quoi. Donc voilà, donc on a un peuplement qui est pas du tout conforme à ce qu'on attendrait naturellement sur ce cours d'eau, ce qui est bien traduit par les métriques et la note de l'indice poisson dans ce cas-là. On va aller faire un tour maintenant dans des années un peu plus récentes. Donc, on a choisi de vous présenter l'année 2011. Donc là, vous voyez déjà juste sur la note de l'indice poisson 10,4. Donc, on s'est rapproché du zéro, on s'est rapproché de la référence, on s'est amélioré. Euh, et puis, vous voyez que sur les métriques, eh ben voilà, sur les lithophiles, il se passe toujours quelque chose. Par contre, on est quand même en meilleur état qu'avant. Et puis sur les omnivores et les invertivores, eh bien, on s'est nettement amélioré aussi. On le voit facilement en regardant en dessous le peuplement observé par rapport au peuplement théorique. Vous vous rappelez, hein, dans le peuplement théorique, là, dans la diapo juste avant, on n'avait quasiment rien à part une truite qui se baladait puis une loche. Là, on retrouve de la truite dans une classe de qualité qu'on va appeler conforme, c'est-à-dire qu'on retrouve ce qu'on attend naturellement en fait sur ce cours d'eau. On retrouve des chabots qui eux donc se reproduisent sur les cailloux, sensibles aussi à la qualité de l'eau, donc ils sont là. On retrouve quelques saumons qui se baladent. La loche, ça va mieux. Alors on a toujours, c'est pas parfait hein, forcément, on a toujours nos gardons là qui se baladent par ici, mais par contre voilà, on a quand même quelque chose qui s'est très nettement amélioré sur ce cours d'eau suite à la mise en place de ces usines de traitement et ça s'observe facilement, nettement au travers de l'indice poisson et de ces métriques et dans l'analyse du peuplement. Deuxième cas, alors là, on part, alors je regarde ma feuille de pompe parce que je connais pas bien le secteur, je suis un peu loin en Franche-Comté, enfin en Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, on est sur la rivière l'Aulne à Châteaulin. Et là, on est sur un gros bassin de l'ouest de la Bretagne. Et donc ça, c'est un cours d'eau, en fait, qui va être 100% étagé. Pardon. Alors, 100% étagé, qu'est-ce que ça veut dire? Taux d'étagement, qu'est-ce que ça veut dire? Taux d'étagement, c'est quand on va mettre des barrages sur le cours d'eau, comme vous voyez sur la figure en dessous. Et donc, ces barrages, ils vont euh, transformer le milieu en quelque sorte de trois manières. Ils vont transformer le milieu à l'amont du barrage avec une zone lentique. Ils vont transformer le milieu parce qu'ils vont faire une rupture de continuité, c'est-à-dire que les poissons ne pourront pas, si les barrages ne sont pas aménagés, ne pourront pas franchir. Et on va voir aussi, avec avec de l'érosion par exemple, une modification des habitats en aval. Donc, quand on dit que notre cours d'eau, il est 100% étagé, ça veut dire que le remous, en fait, cette zone plate qu'on va avoir à l'amont d'un barrage, eh ben, en fait, ça va aller jusqu'au pied du suivant et ainsi de suite. Donc, on va avoir une succession de biefs, une succession de faciès de type plan d'eau. Donc, vous avez un exemple, enfin des exemples en photo ici, avec une partie amont de seuil, vous voyez, secteur lentique, et une partie plutôt naturelle avec du courant. Donc là, sur le cours d'eau qu'on est en train de regarder, eh bien, on est en 100% profil amont de seuil qui est ici. Et quand on va regarder l'IPR et ses métriques, eh ben, on voit que on est dégradé ici à la fois sur des métriques type réophile, on comprend bien, hein, on n'a plus de zone de courant, donc bah, forcément les réophiles, ils sont pas là forcément parce qu'ils n'ont pas leur, euh, leur faciès en fait de prédilection en quelque sorte. Et puis cet étagement, ben, il va
apporter un ralentissement des écoulements et puis un peu ce qui se passe en plan d'eau, hein, en zone lentique, c'est-à-dire de l'eutrophisation. Et donc, on va avoir un excès d'omnivores, d'accord, qui va se mesurer euh, aussi au travers de cette métrique-là. Si on regarde, donc on va toujours un petit peu plus dans le zoom, le peuplement, et ben vous voyez ici l'exemple par exemple de l'année 2009 avec un indice poisson qui a une valeur de 33. Et bien ici, ben on a, vous voyez, le peuplement théorique qui est en gris. On a un décalage complet en fait, hein, entre ce que on devrait observer et finalement ce qu'on observe qui se retrouve ici, donc avec des espèces, c'est-à-dire qu'on n'a pas les espèces de type cours d'eau rhéophile, la truite, le saumon, le chabot, les vairons, les vandoises, les chevennes, enfin on les trouve pas. Et par contre, on va trouver typiquement des poissons de type plan d'eau, gardon, brochet, perche, rotangle, ablette. D'accord? Donc là, voilà, quand on voit ça, ben, on voit qu'on est en décalage. Et donc, ce décalage se voit sur les métriques et se voit donc dans la note de l'indice poisson. Donc là aussi, dans ce cas-là, l'indice poisson permet de caractériser la qualité du peuplement de poissons sur ce type de pression. On va un peu plus loin, toujours sur le thème des barrages, et on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on enlève ça. Et Thibaut, je te repasse la parole. Alors, donc là, on va être dans le cas d'une évolution et d'une amélioration suite à un arasement de barrage sur un petit bassin versant des Côtes d'Armor, qui est le barrage de Montafilan sur l'Îlet. Donc, si tu veux passer la diapo suivante, on aura une illustration vue d'avion et vue en plan de ce qui s'est passé sur ce barrage-là. Donc c'est un barrage d'eau potable qui, comme beaucoup de barrages d'eau potable, au bout d'un moment en Bretagne, l'eau n'était pas de suffisamment bonne qualité pour faire de l'eau potable, donc il a été décidé de la raser. Donc en 2016, vous avez le plan d'eau, qu'un barrage quand même de 8-10 mètres de haut. En 2018, la vidange, et donc le cours d'eau qui a retrouvé un cours naturel au sein du lit. Et là, en 2021, on a fait des suivis, donc quelques années après. Il y a eu quelques aménagements également hydrauliques sur ce cours d'eau-là. Donc vous avez 2021 et 2023 qui illustrent le retour à l'état un peu naturel du cours d'eau dans l'emprise du barrage. Donc on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau de l'indice. Donc on a mis un design un peu de suivi avec un témoin amont, une station dans la retenue et puis une station à l'aval. Donc vous avez la barre rouge qui symbolise la vidange, donc les deux, le suivi avant et le suivi après. On voit que sur le témoin de référence amont, bon, on n'est pas en très très bon état parce qu'il y a un bassin qui est quand même assez chargé à l'amont, mais on a un peuplement qui est stable et qui évolue assez peu, même s'il y a une toute petite évolution. À l'aval de la retenue, on voit que ça s'est un peu dégradé, mais bon, on n'a pas une évolution très très sensible, et c'est vraisemblablement lié à l'impact un peu traumatisant de la vidange, où il y a quand même pas mal de sédiments qui sont partis à l'aval. Et puis, au niveau de la retenue, par contre, on voit qu'on a une modification radicale du peuplement, c'est-à-dire qu'on était dans un peuplement très très lentique, avec que des espèces d'étangs ou de grands milieux, et on retrouve un peuplement de type salmonicole, hein, pour ce cours d'eau là, parce qu'on est sur un petit cours d'eau avec normalement que quelques espèces, 5-6 espèces de truites et espèces d'accompagnement. Donc voilà, diapo suivante. Là je vais passer assez vite, c'est l'évolution des métriques sur les trois stations. Donc on voit sur la référence amont, on voit quand même qu'on a quelques évolutions, mais qui sont pas très sensibles. On a notamment une amélioration sur les omnivores qui est liée en fait
un petit artefact, c'est-à-dire que la station à l'amont du barrage, on avait quand même des remontées de gardons qui altéraient un peu. Donc la disparition du gardon après l'arasement fait qu'on a augmenté légèrement la qualité sur cette métrique-là. Sur l'aval de la retenue, bah, c'est finalement globalement assez stable sur les métriques, sauf qu'on a une chute de la métrique des tolérants qui est liée au phénomène de colmatage consécutif à la vidange et notamment la présence de loches. Et puis sur la retenue, on voit qu'on était tout dans le rouge et puis qu'on est passé dans des classes de qualité qui oscillent entre le bon et le moyen, quoi. Donc on voit qu'on a clairement amélioré toutes les métriques au niveau du barrage et que à l'amont on est globalement sur une stabilité et que à l'aval de la retenue pour l'instant on est sur une qualité qui est un peu moyenne mais vraisemblablement qui va s'améliorer dans le temps. Quand on regarde les espèces, là je vous ai mis des petits dessins là qu'on voit un peu quand même de quoi on parle des poissons. Donc vous avez la référence amont. En fait, on avait naturellement trois espèces qui sont la loche franche, la truite et l'anguille sur ce cours d'eau-là, et du gardon qui remontait de la retenue, comme je l'ai précisé. Dans la retenue, on n'avait que des espèces d'eau calme, et presque d'étang, donc du cendre, et qui sont en plus des espèces introduites pour la plupart dans ce bassin-là, parce qu'elles sont normalement absentes. Avec paradoxalement pas mal d'anguilles parce que le barrage n'était pas totalement infranchissable et que la charge organique du plan d'eau faisait qu'on avait beaucoup d'anguilles. Et à l'aval, on avait une très grosse densité d'anguilles et de la loche, plus quand même un peu de truite parce qu'il y a un affluent qui permettait sa présence à l'aval, et de la perche et du gardon issus du barrage. Et donc après l'arasement, quelques années après. Voilà l'évolution. Donc au niveau de la retenue, on voit qu'on a supprimé l'ensemble des espèces de plans d'eau, ce qui explique un retour en bonne qualité. À l'amont de la retenue, on supprime également le gardon présent dans le plan d'eau. Donc finalement, quand on regarde l'évolution amont, retenue et aval, eh bien, on a des compositions spécifiques qui sont quasi identiques. On a simplement trouvé quelques verrons, d'ailleurs quelques individus au sein de la retenue, alors qui n'ont pas été échantillonnés en amont et en aval. Mais on retrouve le peuplement identique. Alors, petite information pour aller un petit peu plus loin et dans les détails, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas de chabot. Et que c'est un peu pénalisant pour l'indice. Et en fait, ça éveille le fait qu'il faut prendre un certain nombre de précautions parce qu'on est sur un tout petit fleuve côtier et que le chabot est naturellement absent de ce fleuve côtier pour des raisons d'isolement un peu biogéographiques qui datent des glaciations. Affaire suivante. Donc là, on va passer sur des impacts de travaux hydrauliques, notamment sur les têtes de bassin versant. C'est une problématique assez forte sur le bassin et ça fait quand même quelques années que nous, on milite pour l'importance de maintenir en bon état ces têtes de bassin versant, puisque c'est quand même un peu le poumon des cours d'eau, et c'est que là, c'est à ce niveau-là que rentrent la plupart des pollutions diffuses dans les cours d'eau, et puis c'est des cours d'eau qui ont été assez sensibles aux aménagements hydrauliques dans les années 70-80, et donc c'est un des axes importants de restauration dans les objectifs de la directive cadre. Vas-y, suivant. Donc là, il y a un cas d'analyse qui est assez particulier. Là, on est sur le bassin de la Cantache, dans l'est de l'Ille-et-Vilaine, donc dans des zones assez fortement agricoles, et où il y a eu, dans les années 80, vraiment
des entreprises de rectification de cours d'eau qui ont été très très fortes. Et puis la station qu'on suit est dans une zone un peu de rupture de pente et vous avez une photo en bas qui vous montre le cours d'eau et qui est un cours d'eau qui à cet endroit-là est plutôt en bon état. Vous voyez que la diversité de granulométrie est plutôt pas mal. Mais quand on regarde à droite le bassin versant amont qui se trouve sur la droite du schéma, là c'est les parcelles d'occupation des sols. On a un bassin versant amont qui est sur des plateaux très agricoles et où il y a eu des altérations assez fortes des têtes de bassin versant. Suivant. Là, c'est un extrait des fiches de qualification. On voit que, en termes d'état biologique, l'IBG est plutôt bon à très bon. L'I2M2, il doit être quasiment équivalent. L'IPR est en orange, donc c'est l'élément le plus déclassant, mais on voit qu'on a l'IBD qui est déclassé et qui trace aussi des problématiques de pollution organique et notamment de pollution diffuse. Et on regarde sur les MOX aussi, qu'on est quand même pas terrible, donc il y a de la charge organique sur ce cours d'eau là. Suivant. Donc quand on va faire l'analyse un peu de cette note qui est en orange, on regarde les métriques, on a quand même beaucoup de métriques qui sont en orange, voire en rouge, et en fait, on voit qu'on a une altération sur pas mal de choses et une quantité d'omnivores qui dépasse la normale et de tolérants. Donc ça, c'est signe de pollution organique. Et puis, on voit qu'on a des problèmes sur les rhéophiles lithophiles qui sont quand même normalement qui peuvent être assez surprenants compte tenu finalement du bon état des micro-habitats sur la station. Quand on regarde le peuplement, et c'est pour ça que c'est important d'aller jusqu'au stade d'analyse des espèces, on voit que dans ce cours d'eau-là, alors qu'on devrait en trouver de manière assez importante, on a une disparition de la truite. Le chabot, lui, par contre, est plutôt abondant parce que lié à la bonne qualité d'habitat sur la station. Et puis, on a des excès sur la loche, ça trace un peu les problèmes de pollution organique, et également sur le chêne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se creuse un peu la tête là-dessus. Pourquoi on n'a pas de truite alors qu'il y a un habitat assez particulier? Ça, c'est le côté un peu large de l'analyse spatio-temporelle des poissons. Et en fait, les truites en Bretagne, elles se reproduisent sur les têtes de bassin versant. Et donc, malgré une station avec un habitat correct, en fait, on a supprimé la fonctionnalité des têtes de bassin versant, donc des zones de reproduction de la truite. Donc, cette espèce-là a disparu d'une zone bien aval. C'est-à-dire qu'en fait, là, on trace des problèmes qui se passent peut-être à une dizaine de kilomètres en amont de la station d'évaluation. Donc ça donne une idée quand même des échelles spatio-temporelles. Et on voit également, c'est la flèche verte à droite, qu'on a de la présence de perches et de gardons, alors qu'on devrait ne pas en avoir, notamment la perche. Et en fait, ça trace aussi la présence de quelques étangs plus en amont de la station sur les têtes de bassin versant. Donc on voit que là, l'analyse du peuplement fonctionne et en plus nous donne des indications sur des perturbations qui se passent en amont et finalement pour le gestionnaire nous renvoie à finalement des plans de travaux qui ne seraient pas directement à l'échelle de la station mais plutôt sur l'amont du bassin versant. Une petite diapo pour finir. Nous on donne une formation un peu plus complète en Bretagne sur ce sujet-là, à destination un peu des maîtres d'ouvrage. Donc quels outils pour quels objectifs? En fait, pour les suivis d'action, il y a quand même une notion qui est assez importante pour suivre les actions, notamment de restauration qu'on met en place. C'est la notion de plan d'échantillonnage. On l'a vu dans le cadre du suivi du plan d'eau. On a pris une station témoin en amont, un suivi en aval. Et puis, l'idée, c'est quand même d'adapter le suivi pour répondre aux objectifs de travaux. Moi, j'ai vu
quand même dans bien des cas l'application d'un IPR sur une station pour évaluer des travaux qui étaient pas à cet endroit-là. Donc on met un IPR à l'aval de la masse d'eau, mais ça rend absolument pas forcément bien compte de travaux qu'on a mis en place, par exemple de restauration quand on restaure une partie des têtes de bassin versant, ce qui est important, c'est déjà d'évaluer les zones restaurées, voir si on retrouve de la fonctionnalité à ce niveau-là, plutôt que de faire une analyse très globale et très éloignée des sites de travaux. Donc, le plan d'échantillonnage, il doit être adapté au type de travaux, mais aussi au type de cours d'eau. Bien réfléchir à la localisation des stations, aux chroniques de suivi. Hein. On voit que dans le cadre du barrage, on n'a pas encore restauré la qualité à l'aval et qu'il va falloir attendre un petit peu avant que ça se mette en place. Tous les suivis qu'on fait nous dans le cadre des projets, des sites de démonstration, on se rend compte que c'est important de suivre quand même sur un terme au moins moyen, voire long, et puis utiliser les bons protocoles aussi à mettre en œuvre, et puis également disposer de dispositifs de bancarisation de manière à bien stocker ces données pour les analyser. Donc je vous mets en référence le guide pour l'élaboration des suivis de restauration hydromorphologique qui a été édité du temps de l'AFB dans la collection guide et protocole, où tous les designs un peu de protocoles de suivi de restauration sont indiqués. Et puis il y a un guide un peu similaire à destination des maîtres d'ouvrage qui a été publié en Bretagne également. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de notre présentation. Donc maintenant, on vous passe la parole si vous avez des questions, en espérant que c'était pas un peu lourd. Non, merci beaucoup. Ce qu'on va faire peut-être faire, c'est prendre les questions qui sont déjà dans le module questions-réponses. Donc, si vous pouvez tous les deux regarder les questions qui se posent, en commençant par les premières, et puis Alors, répondre. quel est le poids de chacune d'elles dans la contribution de la note finale? Alors, comme l'a dit très justement mon collègue Julien, en fait, les métriques, elles sont additionnelles. Donc finalement, normalement, elles ont un poids équivalent, mais comme je l'ai dit, il y a des métriques qui réagissent plus que d'autres. Donc théoriquement, elles ont le même poids, mais comme je l'ai indiqué, notamment les métriques omnivores et tolérants peuvent être assez réactives et aller assez loin, donc peser un peu plus dans la note. Mais après, c'est à examiner au cas par cas. Alors, je vais prendre la question suivante. Donc, suite à des travaux de restauration morphologique d'un tronçon de cours d'eau, à quel pas de temps considérez-vous qu'il y aura une réponse sur l'IPR, donc sur le peuplement de poissons, hein? Et donc, la personne qui pose la question nous dit que lors de nos suivis, nous avons l'impression que la réponse n'intervient pas avant 3 à 5 ans. Alors là, j'ai envie de dire, c'est pas une science exacte et c'est très variable. Et en fait, ça va dépendre du type de restauration. Donc, pour nos cas en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, on a, selon les types de restauration, on a des trajectoires de réponse en fait qui sont différentes. Je vous donne un ou deux exemples. On a par exemple le site, le site du Val des Choux, c'est petit cours d'eau forestier, c'est enlèvement d'étangs. Donc là, c'est un peu ce que Thibaut a présenté. Là, on a enlevé l'étang, il y avait un étang, on l'enlève. La réaction, elle est immédiate, en fait. C'est-à-dire que, mais elle est immédiate, mais attention, c'est-à-dire qu'on mesure quelque chose immédiatement. Par contre, on mesure, si vous voulez, un excès d'amélioration, puisqu'on a eu un cours d'eau tout neuf, en quelque sorte, des espèces qui sont arrivées là-dedans, type Véron, qui se sont reproduits, et donc on a dit au départ, donc ça c'était l'année N+1, hein, tout de suite après les travaux, on a dit, ah ben c'est génial, la truite revient là-dedans, le Véron revient là-dedans, travaux réussis. Ok, on suit ensuite,
on écarte un petit peu le pas de temps, donc on suit 1 an, 2 ans, puis après on se dit, on va peut-être pas y aller tous les ans, on y retourne 5 ans après, hein, on voit que ça a baissé un peu, on y retourne 10 ans après, et là en fait, on a l'impression que tout s'est cassé la gueule. Le verron a disparu, la loche a disparu. Par contre, des espèces comme la truite et le chabot qui sont sensibles sont toujours présentes. Finalement, je vous fais l'histoire courte. Ce qu'on a observé, c'est une très nette amélioration biologique dès le départ. Et finalement, il a fallu 10 ans pour que le milieu se stabilise et qu'on observe un peuplement stabilisé, en fait. Donc voilà, là, il a fallu 10 ans. Ensuite, on a des cas où on fait des travaux, on a un impact des travaux. Alors, parce qu'à un moment donné, on met des machines dans l'eau, on envoie des matières en suspension. Donc, il peut y avoir une petite baisse au départ, par exemple N+1, et puis des choses qui s'améliorent, mais avec des espèces au temps de vie peut-être un peu plus long, là, que nos verrons, là, qui s'étaient développés très très vite, et donc une réponse qui met un peu plus de temps à venir. Donc je dirais qu'il y a pas de, il y a pas de réponse en fait exacte. Le suivi en tout cas, il faut qu'il soit, Thibault l'a très bien dit, au moins sur du moyen terme, long terme. Donc dans les cadres de proto, site de démonstration, nous on va jusqu'à N+7, donc 7 ans après les travaux. On commence au N+1 parce qu'on veut documenter complètement la trajectoire de réponse. Des fois, faire juste une année après travaux, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée, sauf si vous voulez vraiment connaître toute la trajectoire. Et puis, ben voilà, aller au moins à 5 ans, 7 ans, si vous voulez à 10 ans, c'est pas mal, hein. Ça fera aussi de l'information parce que beaucoup de sites ne sont pas documentés sur le long terme. Et puis c'est important de faire des suivis avant. Je vais répondre à Marlène. Oui, je te Où, laisse répondre. où trouver les classes de qualité paramétriques? En fait, les classes de qualité paramétriques, alors dans le calcul S3E, on a les valeurs des métriques des métriques de l'indice. Et en fait, nous, on a présenté ici sous forme de classe qualité, hein, c'est pas dans la norme ni dans le guide IPR, mais comme on a une note qui est simplement une addition des 7 métriques, il suffit de prendre les valeurs de classe de chacune des classes et de les diviser par 7 et ça correspond aux limites de bascule des métriques. Ok, je prends la question suivante. Je sais pas s'il y en a beaucoup, donc on va essayer d'aller peut-être plus vite. Alors, donc Théo qui nous demande, bonjour, comment explique-t-on les retours d'espèces dans le milieu? Hormis l'amélioration de la qualité de l'eau, les espèces sont-elles introduites ou bien le retour est naturel? Les espèces remontent-elles d'affluents? Alors, il n'y a pas de génération spontanée, hein. Les espèces, elles apparaissent pas. Dans le cadre enfin, de travaux de restauration, moi, ma connaissance, on ne déverse pas d'espèces pour dire, bah, on devrait trouver des truites, donc je vais en mettre un peu, je vais en mettre une bassine, comme ça va améliorer. En fait, on ne fait pas ça. Il faut que l'espèce, elle soit là, il faut qu'elle soit sur le bassin. Thibaut expliquait là dans son exemple, à un endroit naturellement, il n'y a pas de chabot sur le cours d'eau. On améliore la qualité là, en enlevant le barrage. Naturellement, il n'y a pas de chabot sur le cours d'eau. Le chabot, il vient pas, en fait. Il n'y en a pas. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un réservoir biologique. Donc, il faut qu'il y ait l'espèce, il faut qu'elle soit quelque part. Alors, soit elle est dans les affluents parce que c'est une espèce sensible, les affluents sont encore en bon état ou en tout cas suffisamment bons pour que l'espèce soit toujours là. Et puis, bah, derrière, ça va venir repeupler parce que les conditions après restauration sont là, l'espèce est là, eh ben, c'est-à-dire que la population s'améliore, le pouvoir reproducteur s'améliore, et puis donc l'espèce réaugmente. Sur certaines espèces, ça peut aller très vite, sur d'autres espèces, ça prend un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, si elles sont pas là, elles n'apparaissent pas. Question suivante, dans le cadre de suivi de passe à poisson, avec une succession de seuils amont, donc on se situe sur l'amélioration du premier ouvrage à l'aval. Combien d'années devons-nous consacrer à ce suivi?
Ce que je peux répondre, c'est que dans le cadre, si la passe à poisson elle est fonctionnelle, normalement, ce type de d'aménagement, il y a des réponses qui sont quasi instantanées. Je n'ai pas présenté une analyse complémentaire dans le suivi de l'ILS sur la population d'anguilles hein, qu'on a suivi parce que c'était aussi un des objectifs, la continuité, mais on a mis une station beaucoup plus en amont pour voir si l'arasement du barrage permettait une recolonisation en amont. Et effectivement, 3 ans après, on voit qu'on a une restructuration de la population d'anguilles à l'amont du barrage. Euh, Dans le cadre des suivis de passe à poisson, il peut être intéressant de mettre des suivis directs. Alors, s'agissant d'espèces, s'il s'agit d'espèces migratrices, il y a des indices, comme je l'ai précisé, dédiés aux espèces, hein, indice anguille, indice saumon, etc. C'est peut-être plutôt ça qu'il faut mettre en place qu'un IPR. Et puis, si on veut évaluer plus finement la structure, je renvoie à des travaux qui ont été faits par le pôle éco-hydraulique de Toulouse, où il peut y avoir des instrumentations un peu plus compliquées, où on équipe les poissons de pit tag et on regarde un peu ceux qui passent pas, combien de temps ils mettent pour passer, etc. Mais normalement, notamment sur l'anguille, s'il y a une pression de colonisation suffisante, et c'est souvent le cas à l'aval des bassins, on a une recolonisation assez rapide si la passe est fonctionnelle. Alors, la question suivante de Valérian. Idéalement, quelle serait la fréquence d'IPR à effectuer pour évaluer les impacts de travaux de restauration morphologique? Est-ce que c'est tous les ans, tous les 3 ans, plus ou moins? Donc, ben là, je ne vais pas inventer quelque chose. Je vous renvoie au protocole site de démonstration qui vous dit 1 an, ensuite l'année N plus 3, 4, 5, et ensuite N plus 7. Donc là-dedans, vous prenez ce que vous voulez. C'est-à-dire que le N plus 1, je l'ai dit tout à l'heure, on peut observer soit quelque chose de un peu fulgurant, soit une petite dégradation. Mais si vous voulez documenter complètement votre trajectoire de réponse, c'est intéressant de la faire. Ensuite, j'ai dit 3, 4, 5. C'est intéressant d'avoir des années qui suivent parce que sur le poisson, vous allez avoir les reports de cohortes. Donc, vous allez pouvoir voir est-ce que les reproductions se passent bien et vous allez pouvoir le voir. Alors que si vous faites tous les 2 ou 3 ans, vous ne le verrez pas forcément. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on se rend compte, enfin, on sait qu'il y a quand vous faites un échantillonnage poisson, et selon le milieu, encore plus si vous êtes sur des grands milieux, vous avez de la variabilité naturelle, c'est-à-dire que le peuplement de poissons, je sais pas, la quantité de poissons, elle fluctue naturellement. Il y a des années, il y en a moins, la reproduction ne se passe pas bien, il y en a un petit peu moins, des années, il y en a un petit peu plus, dans une certaine gamme, bien sûr. Et puis après, vous avez de la variabilité instrumentale, c'est-à-dire c'est votre façon d'échantillonner, c'est-à-dire que il y a un petit biais, quoi. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, vous essayez de faire exactement la même chose, mais ben voilà, vous n'êtes pas la même équipe, vous n'avez peut-être pas le même moteur de pêche, enfin, j'en sais rien. Il y a des facteurs, il y a différents facteurs de variabilité qui font que votre résultat, il bouge un peu aussi. Et des fois, si vous faites une seule année, je sais pas, un point tous les 10 ans, hein, je caricature un peu à l'extrême, vous faites un point tous les 10 ans, finalement, vous ne savez pas si vous êtes dans le bas de votre variabilité naturelle et instrumentale ou dans le haut, et l'année suivante non plus. Et donc, ça se trouve, la différence que vous mesurez, entre les 2 années, c'est que de la variabilité instrumentale ou naturelle et pas du tout liée à vos travaux. Et donc, en fait, vous donnez des conclusions, mais vous mesurez rien du tout, quoi. Et ça, c'est en faisant plusieurs années de suite que vous pouvez le voir, en fait. Et ça, on s'en est aperçu, là, avec notre suivi sur le Val des Choux de 20 ans, on s'est aperçu qu'il fallait aller vers des choses comme ça, voilà, faire plusieurs années de suite. Et puis voilà, je pense avoir à peu près répondu à l'ensemble de la question. Je vais prendre la question suivante. Euh, Ah bah, elle a disparu, non, il y avait une question, oui c'est ça. Dans l'absence naturelle du chabot, alors ça c'est une question qui est un peu délicate, donc il n'y a pas de possibilité sur la note IPR de moduler la note en fonction d'une absence naturelle d'espèce.
Alors ça déjà, il faut être en capacité de savoir si c'est naturel ou pas, et ça c'est des études un peu de type Atlas qui le permettent. Moi, je sais que, par exemple, sur l'îlet, parce qu'on a mené un travail d'atlas des poissons et qu'on sait qu'il y a des problèmes enfin, qu'il y a des absences naturelles dues à des isolements particuliers, hein. Les petits cours d'eau côtiers, ça se comporte un peu comme des îles. Donc, avec l'isolement ouest de la Bretagne, il y a certains tout petits bassins versants où il y a des absences naturelles d'espèces, dont le chabot, qui est une espèce assez peu mobile. Sur le plateau des Mille Vaches, effectivement, il y a des cours d'eau où il y a des absences naturelles de chabot. Et dans ce cas-là, eh ben, il faut apporter, je dirais, une expertise sur l'indice. Et puis peut-être utiliser aussi d'autres outils que l'IPR pour faire des évaluations, et notamment, si je ne m'abuse, sur le plateau des Mille Vaches, où on a quasiment des peuplements ou monospécifiques truites ou avec très peu d'espèces. Et la truite sur ces cours d'eau-là reste quand même un très bon indicateur en termes d'analyse. Donc ça peut être une piste d'examiner les populations de truites pour faire cet examen de qualité du milieu. Et effectivement, assortir la note IPR d'une interprétation, et notamment regarder au sein des métriques, puisque s'il y a une absence naturelle de chabot, ça va affecter normalement la métrique du nombre total d'espèces, et puis également sur les métriques rhéophiles et lithophiles. Donc il faut en tenir compte dans l'interprétation de la note IPR. Ok, je prends la question suivante de David avec alors d'abord un commentaire qui nous dit d'excellentes présentations. Merci aux intervenants. Merci beaucoup, c'est gentil, on prend. Et ensuite, la question c'est quels sont les apports de l'IPR+ par rapport à l'IPR entre guillemets de base? Alors, je vais apporter un bout de réponse et puis Thibaut, tu me compléteras parce que moi, je suis pas très fort sur l'IPR+. Donc, pour rappel, l'IPR+ avait été développé dans le but de remplacer l'IPR dans le cadre de l'évaluation des CE et puis d'améliorer la qualité d'analyse, on va dire. Donc l'IPR+ n'a pas été retenu comme outil d'évaluation et c'est bien l'IPR qui est l'outil d'évaluation officiel poisson pour la DCE et l'IPR+ est un indice, on va dire, complémentaire qui apporte de l'aide au diagnostic complémentaire. Et là, on arrive dans la question, en quoi il complémente? Principalement, ça va être, dedans, il y a une métrique qu'on appelle la métrique truite et qui est basée sur les classes d'âge, donc de taille et donc d'âge de truite et qui vient vraiment aider dans le cadre de cours d'eau monospécifiques truite, par exemple, où Thibaut a bien présenté dans les limites de l'indice, là, ces cours d'eau à très faible diversité où l'indice poisson, en fait, fonctionne, pour le coup, fonctionne pas bien. Et donc là, l'indice, l'IPR+, il vient vraiment, il a vraiment son côté plus, pour moi, il est vraiment là. Thibaut, je te laisse compléter Ouais, ou pas. Je sais pas si tu as des éléments à apporter en plus. Moi, ouais. j'en ai pas beaucoup. En faisant très très court, hein, parce que ça mériterait presque une présentation en tant que telle, on passe de 7 à 11 métriques. Il y a une métrique sur les classes d'âge, enfin sur les juvéniles de truite, mais qui est pas hyper sensible non plus dans l'IPR+. Les exercices d'intercalibration ont fait que en termes de sensibilité, c'est-à-dire de classement entre bon état, mauvais état, ça change quand même pas énormément. Les analyses qui ont été faites statistiques montrent que l'IPR+, on a un gain de sensibilité sur les problématiques hydrologiques principalement et sur le régime thermique des cours d'eau. Et puis il y a la prise en compte aussi des phénomènes de chenalisation un peu des grands cours d'eau puissants, c'est-à-dire que quand on a, c'est un peu le cas de la Loire, mais plutôt des cours d'eau comme le Gave de Pau ou certains, ou par exemple le Rhin,
où on a accéléré les écoulements dans un cours d'eau qui devrait être plutôt multibras et a des écoulements un peu plus longs, lents, et donc on perd des espèces plutôt qu'on appelle limnophiles, c'est-à-dire des espèces de milieux plus calmes. C'est pas évident, enfin l'IPR ne marchait pas très bien là-dessus, l'IPR plus marche un petit peu mieux. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir de l'IPR+, c'est principalement un peu plus de sensibilité sur les problématiques hydrologiques et régime thermique. Parce qu'il y avait une métrique aussi sur les sténothermes d'eau froide dans l'IPR+. Voilà. Je reviens sur la question qui est un peu le même sur l'îlet, là, sur l'arasement de barrage et l'absence naturelle du chabot. Euh, Il faut se documenter là-dessus, hein, sur les absences naturelles ou pas. Moi, j'en fais pas un cas général pour les fleuves côtiers. Il y a plein de fleuves côtiers où l'IPR il est tout à fait fonctionnel. Sur des tout petits fleuves côtiers à très faible richesse, effectivement, on sort du champ naturel d'application de l'IPR. Et là, c'est discutable. J'ai eu pas mal d'arbitrage et d'expertise sur certains cours d'eau vendéens liés à des absences notamment du chabot, mais voilà, ça reste, il y a un certain nombre de choses qui marchent quand même avec l'IPR, notamment quand on a des côtiers qui sont suffisamment importants en nombre d'espèces. Par contre, effectivement, sur des tout petits côtiers, c'est peut-être, enfin, l'outil n'est pas forcément très adapté quand on a très peu d'espèces, mais comme l'IPR n'est pas adapté sur des zones de forte altitude avec des peuplements monospécifiques. Et peut-être que le plateau des Mille Vaches, si on a des peuplements monospécifiques truites, c'est pas l'IPR qu'il faut privilégier comme instrument d'évaluation de la qualité globale du milieu. Bon, je suis pas très fort avec les outils du webinaire, mais pour moi, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions qui ont été posées. Moi aussi. Donc, ben, très bien. Je sais pas s'il y a. On va donc clôturer le webinaire, sauf s'il y avait une autre question qui apparaîtrait. Mais donc, ben, merci beaucoup pour ces présentations. Merci aux participants pour leurs questions. Et puis donc, on publie assez rapidement donc l'ensemble des vidéos des webinaires pour que ceux qui n'avaient pas pu être présents à l'ensemble des webinaires puissent en prendre connaissance. Ouais. Voilà. Merci à tous, merci de l'invitation. Merci beaucoup, hein. Bonne fin de journée. Merci. Ouais. Bonne journée. Bonne Au revoir. journée.